Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'accueille sur So Sweet Planet Lucie Pinson. J'en suis ravie parce qu'il y a un certain temps déjà que je souhaitais l'accueillir sur So Sweet Planet. Il fallait faire croiser les plannings, les occasions aussi. Lucie Pinson est militante pour la transition énergétique. Elle a fondé en 2020 et elle dirige l'ONG Reclaim Finance, laquelle promeut le désinvestissement des énergies fossiles. Ne fuyez pas, vous allez voir, ça semble un peu, c'est des noms un petit peu rébarbatifs comme ça au premier abord, mais c'est passionnant, son travail est passionnant et il nous concerne tous, vous allez comprendre. En novembre 2020 d'ailleurs, Lucie Pinson a reçu le prix Goldman pour l'environnement, que vous connaissez sans doute, une sorte de prix Nobel de l'environnement. Et ce 12 septembre 2022, Lucie Pinson et son ONG Reclaim Finance vont lancer un nouveau site internet, une nouvelle plateforme qui va s'intituler Change de banque, afin d'offrir des outils qui permettent à chacun de mettre son argent au service du climat. Et nous allons parler de ton parcours, Lucie, et de la pertinence de cette nouvelle initiative. Bonjour et bienvenue sur So Sweet Planet. Moi, je trouve que les initiatives réellement pertinentes aujourd'hui, pour changer soit de modèle de société, soit faire bouger les lignes en profondeur, ces initiatives réellement pertinentes, je trouve souvent qu'elles sont créées, qu'elles sont imaginées par des personnes qui ont eu en amont un parcours de fines observations, de tentatives et d'actions qui leur ont permis d'affiner les moyens et de gagner en efficacité pour arriver à leur fin. Parce qu'il y a beaucoup de résistance pour faire avancer les choses aujourd'hui et pourtant il y a urgence. Alors pour comprendre un peu mieux la pertinence de cette nouvelle initiative que vous lancez, Reclaim Finance et toi, tous ensemble, le 12 septembre, est-ce que l'on peut prendre les choses un petit peu depuis le début? Est-ce que l'on peut en savoir un peu plus sur ton parcours et sur comment ont germé tes motivations? Par exemple, est-ce que petite fille, il y avait déjà des conditions favorables pour que tu sois sensibilisée aux questions environnementales, qui n'étaient déjà pas les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui en Alors face oui, de nous? je suis assez je suis quand même le produit aussi de mon éducation, donc il n'y a pas trop de surprises, en vérité dans mon parcours, comme pour beaucoup de monde. Moi, j'ai toujours été élevée, en tout cas avec des valeurs écologiques, par mes parents. Donc ça, on va dire, ça s'est jamais posé. J'ai jamais eu un réveil ou un sursaut où j'ai découvert la cause de l'environnement. Oui, une Du tout. bascule. En revanche, mes mobilisations, elles ont davantage été ancrées dans le milieu social, dans les luttes pour la défense des droits humains aussi, pendant très longtemps. Je m'orientais davantage sur un parcours axé politique de développement. Et puis j'ai fait un grand saut dans le monde de l'altermondialisme en 2011, où j'ai découvert tout un monde d'ONG, de mouvements sociaux mobilisés pour tout changer, ou des ONG qui n'ont pas peur de s'attaquer à la racine des problèmes. Et donc ça, tout de suite, ça me plaisait bien comme ambition. Mais le grand saut, il se fait comment? Par des amis, par une Alors, info, c'est un jeu d'opportunité, comme pour beaucoup de personnes. Donc là, en l'occurrence, moi, c'était notamment le stage de fin d'études en 2011, où j'ai eu la chance de travailler à l'ETEC, qui est une association qui était donc qui est au cœur de l'histoire altermondialiste française, et qui était à l'époque un membre clé du comité de pilotage de l'organisation des contre-sommets de la société civile, alors que le G8 et le G20 se tenaient en France. À l'époque, du coup, j'ai pu travailler donc avec ces mouvements sociaux. J'ai pu travailler plus particulièrement sur le rôle de la spéculation dans la volatilité des prix sur les marchés agricoles, puisque c'était un thème à l'agenda du G20. Alors la volatilité des prix sur les marchés agricoles, ça peut sembler un terme hyper technique. Concrètement, c'est ce qui fait qu'il y a des émeutes de la faim, c'est ce qui fait que des personnes ne peuvent plus se nourrir, quand bien même il y a de la nourriture, mais l'accès est conditionné, bien entendu, à un prix auquel tout le monde ne peut pas se permettre. Et donc, moi, mon enjeu à l'époque, c'était vraiment de rappeler le politique derrière cette question-là, que
nos dirigeants auraient souhaité réserver entre les mains d'experts. Ne vous en occupez pas, ne vous inquiétez pas, tout va bien, on s'en occupe. Alors que c'est un sujet qui impacte des millions de personnes, donc il est important de permettre à tout à chacun d'avoir son mot à dire. Donc là, c'était, on va dire, mes premiers faits d'armes. Et puis, en effet, ce milieu-là, bon, bah, moi, il me parlait beaucoup étant donné mon éducation. Hein. J'ai déjà toute petite, j'ai un certain goût pour la contestation et le refus de l'ordre en place, voilà, une volonté de changer les choses si l'état existant des choses ne me convient pas. Donc ça, voilà, on se refait pas. Et donc à partir du moment où j'ai découvert ces associations, je savais que c'était voilà, que ma place avait été trouvée. Et j'ai découvert notamment les Amis de la Terre, qui militent pour la justice sociale et environnementale et qui s'attaquent vraiment à la racine des problèmes et qui a notamment pas mal d'activités sur les questions de justice économique, donc qui s'attaquent au pouvoir des multinationales, qu'elles soient des multinationales de l'énergie, mais également des grands groupes financiers, puisqu'ils avaient déjà à l'époque une campagne sur les banques. Donc ça, forcément, ça me plaît. Et ça me plaît d'autant plus que les Amis de la Terre est une association de défense des droits humains et de l'environnement. Et c'est bien dans ce ordre-là que c'est présenté. Et donc, bon, bah, moi, ça fait le trait d'union entre, voilà, mon, mon état, enfin, en tout cas, le fait que je suis écologique par nature, on va dire, et mes chevaux de bataille. Voilà. Et au niveau de tes études, parce que quand même, tu nous parles de la volatilité des prix, tout ça, enfin, c'est pas à la portée de tout le monde de décrypter déjà qu'est-ce qui va pas dans tout ça et de se lancer avec un discours qui est assez argumenté, qui peut être entendu par des experts, mais parce que tu avais aussi un parcours d'études assez solide derrière. Alors moi, étrangement, j'ai pas fait d'études de finance du tout. J'ai eu quelques cours d'économie, alors d'économie ultra-libérale comme des cours sur la doctrine sociale de l'Église, hein, donc qui est un peu petit but du socialiste, avec quand même un penchant paternaliste très très accentué, mais de l'Église. Hein, De parce que je l'Église, suis allée dans une de école l'Église. supérieure. Alors moi, qui avait été fondée par un abbé, fréquenté par la vieille aristocratie française, où moi, pour moi, c'était vraiment Ah oui, vraiment de le l'Église, Rousseau quoi. Oui. dans un monde extrêmement différent de celui d'où je viens, puisque moi, je suis d'une famille située à gauche, avec des parents militants, mon père facteur, un pilier de grève, on va dire, et limite anticléricaux. Donc c'était pas du tout mon monde que j'ai découvert, et c'était une chance, hein, c'était extrêmement dur sur plein d'aspects, et en même temps ça m'a appris à Oui. argumenter, ça m'a appris à trouver ma place aussi par opposition, mine de rien, et ça m'a appris à également écouter les arguments qui sont présentés par des personnes qui n'ont pas forcément eu la même trajectoire et qui clairement aujourd'hui ne vont pas porter les mêmes positions que moi. Donc je pense que ça a été un énorme atout dans ma capacité aujourd'hui et à construire voilà, mes quelques années professionnelles, et puis aujourd'hui où j'en suis, dans ma capacité à aller dialoguer justement avec un panel assez large d'acteurs, que ce soit les mouvements sociaux ou les grandes banques de financement et d'investissement. Oui, surtout à une époque où on parle beaucoup des bulles de filtre et justement du handicap que c'est de n'être qu'avec des gens qui pensent comme nous. C'est sûr que c'est une force aujourd'hui d'avoir pu développer avec des personnes qui ne pensaient pas comme toi, d'autres. Mais il y avait aussi, je crois, Oui, une alors étape en aussi, Afrique du Sud, non? entre cette école et C'est en pas effet anodin, ça, quand même. mon dernier Oui. master à Paris, je suis allée en Afrique du Sud où j'ai décidé de rester 2 ans parce que 1 an me semblait extrêmement court étant donné la différence quand même avec la France, et puis et le fait que j'arrive là-bas en tant que femme blanche d'un pays anciennement colonisateur, et donc c'est sûr qu'on me renvoie beaucoup à ces attributs-là, et que je vais mettre un certain temps à faire ma place en fait, hein, tout simplement, et à tisser des relations Mm. avec les Sud-Africains de la ville où j'habite. Et donc je vais y rester 2 ans. Je vais m'impliquer dans pas mal de mobilisations politiques. On va monter une association avec une amie zimbabwéenne pour
la défense des droits des populations zimbabwéennes, puisqu'à l'époque, il faut rappeler que Mugabe était encore au pouvoir et que c'était le pays, voilà, était ce qu'on appelle un failed state, un état en chute, hein, complètement. Au Zimbabwe, il y avait plus rien à manger, il y avait une inflation euh, très supérieure à celle à laquelle on fait face aujourd'hui. Donc voilà, j'ai aussi ce passé en effet militant en Afrique du Sud, qui confortait plutôt ma volonté de m'impliquer sur des causes sociales. Mais in fine, on comprend très vite, y compris en Afrique du Sud, que ces enjeux sociaux sont intimement liés aux questions environnementales, de racisme environnemental, et que se battre sur l'un sans considérer l'autre nous mène dans une impasse. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre les Amis de la Terre. Et puis moi, le poste sur la finance me convenait bien, puisque en tant que militant, on est quand même toujours dans une démarche de chercher là où on va avoir le plus d'impact. Et c'est certain que la finance, c'est un sujet qui est peu regardé par les ONG, par les autres mouvements, alors que la finance, c'est celle qui façonne le monde qui nous entoure, et encore plus le monde de demain, que ce soit par les financements des banques, les investissements des grandes sociétés d'investissement, des assureurs, et puis bien entendu les couvertures d'assurance aussi, hein, qui jouent un rôle clé dans le développement de nouvelles infrastructures. Et Oui, on y pense moins. On y pense moins quand on parle de la finance, hein. on parle très peu toujours des des banques, assureurs, mais alors que c'est vrai que les assureurs ont un pouvoir pourtant extrêmement important, puisqu'il faut comprendre qu'aucune banque ne donnerait de prêt à une entreprise pour développer ses activités si l'entreprise, pardon, n'est pas en mesure de faire valoir une couverture d'assurance. Parce qu'on parle de projets qui coûtent des milliards d'euros, qui mettent des années à se développer, et que c'est un énorme risque que prend la banque, ou que prennent les banques, puisque généralement il y a plusieurs banques pour financer chaque projet, et que ces risques-là, bien entendu, sont assurés par des grandes sociétés d'assurance qui se comptent sur deux paires de mains, on va dire, puisqu'il y a très très peu de très grands assureurs en capacité de fournir les couvertures nécessaires pour les activités des grandes multinationales. En France, par exemple, vous allez trouver que AXA est réellement impliqué sur ce marché-là. AXA qui, par contre, va pouvoir faire appel aussi à des réassureurs, parce que les assureurs ont eux-mêmes des assureurs qui s'appellent les réassureurs. Et en France, on a notamment une société qui s'appelle SCOR, qui est très peu connue du grand public, mais qui fait partie des 5 plus gros réassureurs au monde. et alors de ce parcours où on voit bien cette ligne militante, et puis surtout ce que je trouve passionnant, c'est effectivement tous ces différents environnements un peu inhabituels dans lesquels tu as été en immersion et qui t'ont permis d'avoir une vision peut-être plus globale qu'avec un parcours qui aurait été traditionnel en France, resté dans une même ligne. Et de là, qu'est-ce qui provoque à un moment ce désir de le créer Reclaim Finance? Comment ça naît par rapport à quel Déjà, plus on constat? se spécialise et plus on voit le potentiel d'action sur le secteur sur lequel on travaille. Donc clairement, moi, Oui. je suis tombée dans le sujet de la finance, et j'ai vu qu'il y avait énormément de choses à faire, et que malheureusement, s'il était déjà clair dès le début, lorsque j'ai commencé à m'attaquer à ces sujets-là, que très peu d'ONG regardaient précisément ce que faisaient les banques, c'était encore plus le désert dès lors qu'on allait parler des autres acteurs financiers, et dès lors qu'on allait dépasser les acteurs financiers traditionnels, ceux que j'ai nommés précédemment, pour aller regarder aussi le rôle des régulateurs, des agences de régulation, des courtiers, des agences de notation, ou encore le rôle des fournisseurs d'indices. Voilà, donc il y a énormément de choses à faire si on veut réellement mettre la finance Oui. au service du climat. Et j'ai la conviction que si la finance ne peut pas tout, et que Reclaim Finance n'est pas là pour apporter l'intégralité des solutions à la crise écologique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il est indispensable toutefois de regarder ce qui se passe du côté de la finance. Et donc voilà l'ambition de Reclaim Finance, de combler ce manque-là,
aujourd'hui en France, mais aussi au niveau, international pour, voilà, apporter notre pierre à l'édifice et compléter, ce que, le mouvement climat dans son ensemble, peut faire. Oui, et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que j'ai vu sur le site de Reclaim Finance, c'est que, en fait, il y a quelques ONG, je pense à Oxfam, qui dénoncent régulièrement au niveau du système capitaliste, les abus, les souffrances que ça crée, tout ça. De la critique, de la dénonciation, mais en fait, des vraies propositions pour changer, pour aller mettre le focus sur les points où il y a vraiment des choses qui ne s'articulent pas dans le bon sens et qu'on peut faire bouger et mettre les gens en face de leurs responsabilités, puisque tout ça c'est assez opaque en fait pour le grand public, hein, et c'est des chiffres, c'est des tableaux, mais finalement c'est pas très personnalisé non plus, c'est pas très incarné. Donc je trouve que le travail que tu fais avec Reclaim Finance a aussi cet intérêt, c'est que puisque tu as donné des conférences, il y a eu des tribunes dans des grands journaux, et au travers de ça, ça amène, je trouve, une analyse plus précise et qui rend les choses plus concrètes de ce qui peut être dénoncé, en fait, et surtout de ce Alors qu'on ouais, peut nous en faire effet, bouger. on a, alors cette démarche-là, bon ça, nous c'est vrai on se définit comme Reclaim Finance comme, une organisation qui fait, de la recherche et de la campagne. Ça, c'est lié à mon parcours et à la manière dont je travaille, aussi dont les Amis de la Terre travaillent, Mhm. puisque les Amis de la Terre ont Oui. une approche qui est radicale et en même temps très pragmatique. Donc on va chercher, ce qu'on peut gagner, tout en, sans rien lâcher, pour autant, de la vision et de nos objectifs, finaux. Et puis, aussi très vite en fait, je me suis aperçue que, s'il est extrêmement utile et nécessaire d'avoir des organisations qui sont là pour dénoncer et pour rappeler, à par exemple une sortie des énergies fossiles dans, leur ensemble, en vérité, Oui. aujourd'hui, on ne peut pas attendre des acteurs financiers privés, on peut le déplorer, hein, mais c'est la réalité, de trouver les solutions eux-mêmes, en interne. Pourtant, ils ont tous les moyens, Mm, mm, qu'ils mm. pourraient Oui. utiliser, hein, s'ils étaient réellement engagés, dans l'atteinte des objectifs, climatiques. Mais le constat est qu'aujourd'hui, il n'y a pas, le temps, les ressources allouées à la recherche de solutions pour faire changer un à un, chaque type d'activité pour le soumettre à des impératifs écologiques et de durabilité. Et donc, on s'est vite rendu compte, qu'il suffisait pas de dire: «Adopter une politique, de sortie, du secteur du charbon», par exemple, puisqu'on allait très vite se retrouver avec des acteurs qui, bien sûr, allaient adopter une politique sur le charbon, mais une politique qui allait pas vraiment changer, les choses, et qui, voilà, avait, un effet presque, enfin, voilà, un effet zéro en vérité, sur la réalité du secteur du charbon. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, en tant que citoyen, au bout d'un moment, là, on se dit aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des injonctions auprès de tous ces grands acteurs par les COP et COP 21, enfin, les accords sur le climat et tout ça, et nous, quand on voit ça en tant que citoyen, au bout d'un moment, et où on voit que finalement rien n'avance, que tout le monde essaie de contourner, et le greenwashing et tout ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu démoralisant, parce qu'on se dit, là, il y a pas de vrai. Mmh. On a l'impression, en tout cas, et on peut peut-être pas mettre tout le monde dans le même sac, mais qu'il n'y a pas assez de volonté, ni politique, ni des multinationales, des banques. On se dit finalement, les chiffres sont toujours mauvais, on voit qu'on n'avance pas beaucoup. Donc, oui, il y a un constat qui peut être un petit peu désespérant. Donc, c'est réjouissant, moi, je trouve, de voir qu'il y a des personnes qui vont vraiment scruter dans les détails ce qui va pas, pourquoi ça va pas, et qui les mettent en face de leurs Alors, on fait cette responsabilités activité de aussi. dénonciation, mais ce que je voulais dire, c'est que surtout, on va essayer de trouver, et d'identifier, de poser déjà un diagnostic entre, par exemple, le secteur énergétique et le secteur du financier. Il faut comprendre comment ces 2 mondes vraiment interagissent ensemble pour identifier ensuite les leviers d'action possibles pour transformer et faire en sorte que les acteurs financiers arrêtent de financer, certains secteurs des énergies fossiles, voire toute énergie, fossile, à terme. Et donc notre boulot, c'est, d'identifier ces propositions-là, puisqu'on a réalisé que les institutions en interne ne savent pas
quoi faire. Une fois qu'elles-mêmes auraient l'envie de sortir Mhm. du charbon, elles ne savent pas par où prendre le sujet. Et donc notre boulot, ça a été d'identifier vraiment des propositions, des mesures qu'on pense à même d'être à la fois atteignables pour nous et en même temps réalistes pour l'acteur financier, parce qu'on lui demande pas de se couper un bras du jour au lendemain. Et pour autant, c'est quand même un énorme sacrifice, mais qu'on identifie sur le moment comme acceptable, on va dire, dans le rapport de force qu'on a institué. Et donc, on va présenter ces mesures-là. On va jouer aussi un rôle de conseil. On va travailler avec certaines institutions dans l'adoption de leur politique. Et puis, bien entendu, quand ça avance pas assez vite, on va jouer notre rôle d'ONG, à savoir, dans tous les cas, on va juger sur ce qui est aujourd'hui fait et adopté comme engagement. Et c'est bien que là-dessus que notre positionnement public se fait. Et donc, voilà, on a vraiment une activité directement un peu cachée avec les institutions financières, et de l'autre, notre activité d'ONG qui dénonce et qui rappelle l'urgence à agir. L'autre intérêt de faire ces choses-là, c'est pas seulement de les guider sur l'adoption des bonnes mesures, et c'est sur ces mesures-là qu'on va les juger demain, mais on réalise aussi que il y a peut-être une nécessité de faire la différence entre les institutions qui sont responsables et coupables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et qui sont responsables de leur inaction, et des personnes qui travaillent en interne et qui incarnent ces institutions. Mhm. Et il est vrai que nous, notre travail, c'est aussi de convaincre nos interlocuteurs, qui sont de plus en plus nombreux à ne plus accepter le greenwashing de leur employeur, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir faire changer les choses en interne. Mais ces personnes, c'est des personnes qui sont comme tout le monde en vérité, surchargées avec plein de dossiers, et qui ne sont pas du tout experts des sujets sur lesquels on aimerait qu'ils se mobilisent. Et donc notre boulot, c'est aussi de faire en sorte qu'ils aient les bonnes informations, les bonnes bases de données, et les bons connaissances des faits, parce qu'on parle de centaines d'entreprises à connaître au niveau international. Et donc nous, notre boulot, c'est aussi de leur apporter l'information, de manière à ce que ces personnes-là, qui sont désireuses de porter des mesures en interne, puissent le faire. Bien entendu, dans tous les cas, si elles ne le font pas, ou quand bien même elles seraient extrêmement motivées pour faire changer les choses et tout à fait d'accord avec nous, à la fin de la journée, dans tous les cas, si l'institution n'a pas bougé, ça ne change absolument rien à notre activité et au fait qu'on va toujours les juger sur leur financement au secteur polluant, ou sur leur inaction. Oui, mais au moins il y a des outils pour parce que pendant pas mal de temps, on pouvait avoir des entreprises comme ça qui brassaient de l'air en fait, qui disaient oui oui on s'y met, oui oui. Et le citoyen comme moi, on n'a pas la capacité de voir si on se fiche de nous ou si ça tient la route, s'il y a vraiment des engagements qui sont en train de faire bouger les choses, ou si on est encore en train de perdre du temps, parce que tout ça c'est c'est on brasse de l'air quoi. Donc d'avoir ces actions-là, je trouve que ça motive en fait des deux côtés Alors à nous, avancer on vraiment. a réalisé, oui, en effet, que la comparaison des activités et des engagements entre institutions financières est un énorme levier pour aussi les faire changer, puisqu'il faut rappeler que ce sont des acteurs commerciaux qui ont des clients, que ce soit des clients individuels ou que ce soit des clients institutionnels, hein. Il faut bien rappeler qu'un gestionnaire d'actifs comme Amundi a des clients qui s'appellent que sont les investisseurs, et qu'il va être également possible d'agir au niveau des investisseurs pour les pousser à choisir les gestionnaires d'actifs les plus faisants en matière climatique. Et donc notre boulot, ça va être de donner à tout à chacun les clés de lecture et de décryptage des activités des différents acteurs financiers, pour démêler le vrai du faux dans leur communication, puisque à la fin, qui dit acteur commercial dit acteur qui a intérêt à faire plus que son voisin, mais dit aussi un acteur qui va avoir une tendance à forcément communiquer sur ce qui le met en valeur et pas sur ce qu'il fait de mal. Donc nous sommes là pour rappeler l'écart aussi entre les grandes promesses qui peuvent être faites et la réalité des pratiques. Alors à Reclaim Finance, maintenant vous êtes combien de personnes et quelles sont les compétences en fait des personnes de l'équipe?
pour réussir Alors, à mettre tout ça en place? aujourd'hui, nous sommes 25 personnes, majoritairement d'origine française, mais pas tous. Et puis Mmh. on a un peu de tout, hein. On a des communicants, on a des analystes. Donc on a des personnes, qui ont un background plutôt dans la finance ou dans l'audit, qui font notamment des analyses, des politiques, sectorielles adoptées par les acteurs financiers. Nous avons aussi des ingénieurs, voilà, des gens qui ont fait des polytechniques pour tout ce qui est analyse du secteur énergétique. Et puis on a des gens qui ont un profil plutôt similaire au mien, donc on fait des sciences politiques ou une faculté en sciences humaines et certains qui ont aussi un background militant bien prononcé, quand d'autres découvrent ce milieu-là où c'est leur premier poste en ONG. Voilà, donc on a des profils vraiment assez variés. Le dénominateur commun, on va dire, est le jeune âge de la majorité des personnes qui occupent les postes à Reclaim Finance. Alors, on a bien entendu des exceptions, hein. On a un collègue avec qui j'ai travaillé pendant des années, qui est basé à San Francisco, qui est voilà, le senior de l'ONG. Mais sinon, c'est vrai qu'on a la majorité des personnes ont moins de 30 ans. D'accord. Et alors peut-être qu'il faudrait quand même rappeler pour nos auditrices et auditeurs qui ne sont pas tous toujours à fond dans tous ces sujets-là. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les énergies fossiles? Parce qu'on en entend beaucoup parler. C'est pas toujours évident pour tout le monde de savoir où ça commence, où ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on Ouais, tout inclut à dans fait. cette C'est appellation? excellent. C'est très bien de le rappeler et surtout vu le contexte actuel où le greenwashing il y a plus de limite et où les industriels, mais également certains gouvernements repeignent en vert ou en tout cas tentent de le faire certaines énergies absolument pas durables, pas Oui, soutenables et même des énergies fossiles. comme au Tout à fait, niveau comme au européen niveau récemment. européen, Oui, avec oui, avec le l'intégration nucléaire. du gaz et du nucléaire dans Mm. la taxonomie, une Mm. liste d'activités qui devraient être considérées à terme comme des activités soutenables. À noter quand même que le gaz et le nucléaire ne sont pas appelés ainsi, mais sont intégrés dans la catégorie en transition. Donc, il y a quand même une petite reconnaissance quand même de leur non-durabilité. Mais les énergies fossiles, pour répondre simplement à la question, c'est le gaz, c'est le pétrole et c'est le charbon. Donc c'est tous ces hydrocarbures qu'on va extraire du sol et qu'on va ensuite transporter et utiliser à différentes fins pour la production d'électricité, mais également dans certaines industries lourdes, par exemple pour faire du ciment ou de l'acier, ou encore qu'on va Mm. utiliser pour faire également du plastique. Et oui. Le fameux plastique qui a envahi toute cette planète et qu'on retrouve absolument partout maintenant dans tout le vivant et dans nos cours d'eau et dans les fonds marins, dans les animaux, dans leurs estomacs, ce fléau. Donc ces énergies fossiles, pourquoi elles posent problème en fait aujourd'hui? Pour continuer sur deux, trois Mmh. questions assez basiques pour bien que tout le monde puisse nous suivre sur la partie suivante. Pourquoi elles posent problème aujourd'hui alors qu'elles ont été tellement la mode du plastique dans les années je sais pas 60-70 quoi, c'était tellement énorme, la voiture et qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup elles sont devenues Ouais. maudites Alors, ces si elles énergies sont laissées fossiles? dans le sol, elles posent pas de problème. Par contre, c'est bien le processus humain d'aller les chercher et de les brûler qui a un impact extrêmement important sur le climat, puisque ces trois énergies réunies sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre au niveau international. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on a tellement tardé à opérer une transition de ces énergies vers des énergies non carbonées et vers une transformation profonde de nos modes de production et de consommation pour aussi tout simplement consommer moins d'énergie et après consommer mieux d'énergie, qu'aujourd'hui on est dans une situation où on ne peut plus se permettre de développer
aucun nouveau projet d'énergie fossile au niveau de la production et où presque tous les nouveaux projets d'énergie fossile, que ce soit de transport ou de combustion, sont un gros caillou dans la chaussure en matière de transition. Et donc aujourd'hui, voilà, il faut absolument dire stop. Et il faut pas seulement dire stop parce qu'on est dans une telle situation où il s'agit de ne plus aggraver la situation en arrêtant d'en développer. Ça, c'est assez facile à comprendre. Mais il faut aussi comprendre qu'on a déjà des installations en opération ou des réserves en exploitation qui contiennent en elles-mêmes assez de CO2 pour nous entraîner bien au-delà de l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir fermer ces installations avant la fin de leur durée de vie, qu'il va falloir renoncer à les utiliser jusqu'à qu'il n'y ait plus de pétrole, de gaz ou que la centrale soit devenue trop vieille pour être opérée. Il va falloir voilà fermer ces installations. Déjà en Europe, on parle des fois de fermer des centrales à charbon qu'on appelle des baby plants, des centrales bébés, parce que elles ont à avoir quelques années d'existence et pourtant déjà elles sont des menaces pour nos objectifs climatiques et donc pour notre capacité à vivre demain sur cette terre. Voilà aujourd'hui l'enjeu, parce que et ça c'est pour le secteur énergétique, mais donc du coup on comprend très facilement pour le secteur financier que s'il n'y a plus de place pour développer de nouveaux projets d'énergie fossile, eh bien cela veut dire que les acteurs financiers français et internationaux ne doivent plus en soutenir via leur financement, leurs investissements ou leur couverture d'assurance, que ce soit par des soutiens directs ou que ce soit par des soutiens indirects lorsque BNP Paribas soutient l'entreprise qui développe le projet et non le projet directement. Il faut bien comprendre que cela contribue tout de même au développement de ce projet. Mais quels sont leurs arguments alors pour comment ils justifient de continuer alors qu'on sait qu'on a encore pas mal de réserves, que est-ce que l'argument c'est de dire on n'est pas assez avancé dans la transition pour pouvoir subvenir à tous Mmh. les besoins du jour au lendemain si on arrête voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'envie de continuer à juste ramasser les dollars qui vont avec? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qu'on ne connaît pas et qui peuvent être légitimes? Est-ce qu'il y en a des raisons légitimes d'ailleurs Généralement, il y a ou pas du surtout tout? la première raison est surtout une bonne dose de mauvaise foi. Et aujourd'hui, on va avoir de la part des institutions françaises qui ont adopté des bonnes politiques sur le charbon, hein, il faut quand même leur reconnaître ce fait-là, qui ne s'est pas fait tout seul, hein, qui s'est fait après Mhm. des années de mobilisation. Mais aujourd'hui, on va voir que sur le secteur pétrolier et gazier, elles vont mettre en avant des arguments assez similaires à ceux utilisés dans le passé pour le secteur du charbon. À savoir, un des premiers arguments, ça va être le besoin de subvenir aux besoins des populations, notamment dans les pays en développement. Donc ça, c'était un Ah oui, argument qui était déjà oui. très entendu pour le charbon, aujourd'hui qui est mis en avant pour le pétrole et le gaz. On a aussi, dans le contexte énergétique actuel, certains acteurs financiers qui prétendent vouloir maintenir leur soutien au secteur pour ne pas alourdir la facture pour les ménages les plus précaires, en niant totalement le fait que la situation actuelle, crise énergétique, inflation, etc., est due avant tout à notre dépendance aux énergies fossiles et au dérèglement climatique et que les vraies solutions pour combattre ces problèmes, c'est d'accentuer, d'accélérer les mesures pour sortir des énergies fossiles et lutter contre le dérèglement climatique et qu'il ne s'agit absolument pas de mettre le pied sur le frein, mais qu'au contraire, il faut accélérer. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, donc, qui également est un argument utilisé pour le charbon, et c'est quelque chose qui est toujours revisité ou décliné pour toutes les industries, c'est l'idée que la technologie demain va nous sauver, qu'on va savoir faire la même chose, mais en moins polluant. Hier, nous parlions de charbon propre. Aujourd'hui, certains industriels et certains acteurs financiers font valoir du gaz énergie de transition, du gaz
bas carbone et du gaz qui serait à même de répondre à nos besoins en énergie tout en étant compatible avec nos objectifs climatiques. Ça, il est évident que ça tient pas la route dès lors qu'on regarde les recommandations, les rapports scientifiques ou encore de l'Agence internationale de l'énergie. On peut avoir certaines énergies fossiles qui sont moins carbonées, moins impactantes, moins polluantes que d'autres. Oui. Cependant, ça reste des énergies polluantes et qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est pas moins polluant qu'il faut faire, c'est pas polluant du tout. Ou quasi, voilà, réduire à quasi rien l'impact d'un projet dans le secteur énergétique pour se rapprocher de la fameuse neutralité carbone qu'on doit viser à l'horizon 2050. Donc aujourd'hui, on a des acteurs financiers qui misent sur un gaz moins polluant et qui misent aussi sur le développement de technologies pour capter demain les émissions qu'on n'aura pas pu éviter et donc ramener le bilan carbone à zéro. Enfin, le dernier argument aujourd'hui que les institutions financières se sont pendant longtemps cachées derrière une institution qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie, qui n'est pas une agence de protection de l'environnement et qui a pendant longtemps fait la promotion des énergies fossiles. Et les acteurs financiers français se sont pendant longtemps cachés derrière cette agence pour justifier leur maintien de leur financement aux énergies fossiles. Il se trouve que cette agence a lancé un pavé dans la mare en 2020, en mai 2020, puisqu'elle a publié un rapport pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et dans ce rapport, elle dit, il faut arrêter de développer des nouveaux projets de production d'énergie fossile et il va falloir organiser la sortie, en tout cas la diminution drastique de notre production de pétrole et de gaz. Et une fois dit cela, les institutions financières ont eu tendance, pour un grand nombre d'entre elles, à remettre en question la légitimité de l'Agence internationale de l'énergie et puis à chercher d'autres sources, d'autres références à utiliser qui iraient Qui plus, irait plus qui dans leur iraient plus sens. dans leur sens. Voilà globalement les arguments qui sont mis en avant. Ce sont des arguments que nous, on pourrait résumer quand même en deux petits mots, c'est de la mauvaise foi, qui se comprend dès lors qu'on regarde les enjeux économiques et financiers qui se posent à organiser la transition tout de suite sur les quelques années qui arrivent. Bien entendu, il y a des gagnants, bien entendu, il y a des perdants. Et bien entendu, si sur le long terme, collectivement, on a tous à y gagner. Le collectif ne vaut pas grand-chose face à la réalité de ce qui se passe sur le court terme, puisque sur le court terme, il y a énormément de profits à se faire dans le financement des énergies fossiles. Il faut comprendre que les banques ne font pas seulement des prêts, mais font aussi beaucoup de services financiers. Ils sont payés à la commission. Donc, c'est extrêmement rentable dans ces cas-là. Et puis, il faut rappeler, tout le monde a ça encore en tête, hein, les super profits qui ont été faits par les majors pétrolières et gazières cette année sur une rente fossile au détriment des droits humains et du climat. Et ben, cette rente-là donne envie à beaucoup d'acteurs financiers de se maintenir parmi les actionnaires de ces entreprises pour toucher un joli dividende régulièrement. Donc voilà concrètement le problème aujourd'hui, c'est comment on pousse les acteurs financiers à voir un peu plus loin que sur les quelques années qui arrivent pour adopter des politiques de long terme. Et au niveau des politiques, justement, vous avez du soutien un peu pour essayer de faire appliquer ce qui semblerait un peu le plus de bon sens au travers de tout ce que tu dis. Est-ce qu'il y a des choses qui bougent au niveau de ce qu'on peut appeler juridiquement contraignant, de ce qui permettrait de faire bouger, de pas juste voilà, mettre les choses sur la table et attendre le bon vouloir de ces personnes qui ont d'autres intérêts que les Alors c'est nôtres, extrêmement visiblement. compliqué, hein, c'est pas forcément la partie la plus la plus enthousiasmante. Au niveau français, non, la volonté politique de mettre au pas la finance fossile est proche de zéro. C'est quelque chose qui se comprend assez rapidement hein, lorsqu'on étudie la sociologie des dirigeants
des dirigeants français et leur relation intime avec le milieu de la finance. Au niveau européen, il y a plus d'espoir à avoir puisque certaines discussions ont lieu sur l'adoption de régulations qui pourraient quand même contribuer à changer la donne en forçant les acteurs financiers à publier des plans de transition qui intègrent la prise en compte et des stratégies pour éviter leurs impacts négatifs sur l'environnement. Et donc ça, c'est des avancées qui pourraient mener à même une responsabilité légale de l'acteur financier à prendre en compte son impact et à le réduire et l'éviter. Et Aujourd'hui, il n'y a aujourd'hui, pas de non, malheureusement, il y a transparence. très très peu de transparence. Et là, c'est peut-être le troisième point à mentionner qui est non seulement il s'agit de mettre en place des règles pour forcer les acteurs financiers à changer leur comportement, mais il s'agit aussi dès maintenant de faire le ménage aussi et faire le gendarme pour sanctionner les acteurs financiers qui feraient valoir des objectifs de durabilité et qui pourtant continuent de financer avec les produits soi-disant verts ou durables des secteurs extrêmement polluants, incompatibles avec ces mêmes objectifs. Donc là, on voit quand même émerger en Europe une petite volonté des agences de régulation de faire le gendarme et de sanctionner les acteurs qui ont des pratiques commerciales trompeuses en allant regarder voilà les pratiques d'allégations environnementales, aller regarder ce qui se cache derrière elles et aller voir si le marketing est justifié ou s'il s'agit de pur greenwashing avec des produits polluants repeints en vert d'un coup de pinceau. Donc, Reclaim Finance créé en 2020. Alors, 2020, bon, tout de suite dans les esprits, l'année du Covid. Donc, c'était quand même un démarrage qui aurait pu vous affaiblir. Comment ça s'est passé depuis 2020 ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Parce qu'on a quand même pas mal entendu parler de vous. Quel est le bilan de Reclaim Finance depuis 2020, de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes fier d'avoir porté ? Alors, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quand on va sur votre site, il y a beaucoup de choses. Donc, j'invite nos auditrices et auditeurs à aller visiter d'ailleurs votre site internet sur lequel on peut se faire une idée de toutes vos actions et de comment. Alors, on a fait pas mal de choses. Déjà, on a créé des outils qui moi, me tenaient à cœur avant même la création de Reclaim Finance, qui sont des outils d'analyse des politiques adoptées par les acteurs financiers internationaux sur le secteur du charbon, du pétrole et du gaz. Alors c'est assez technique, hein, c'est pas un outil, ce sont pas des outils très grand public, mais qui visent à permettre à tout un chacun de comparer ce que font les acteurs financiers sur ces secteurs-là, de voir qui fait mieux que d'autres, et surtout de permettre à tout un chacun de comprendre la réalité de ce qui est fait derrière la communication portée par ces groupes-là. Donc aussi, c'est un outil qui est utile pour également les analystes financiers, pour les acteurs financiers entre eux ou encore pour les médias, pour ne plus se faire avoir comme on tend à se faire avoir à chaque fois qu'il y a une communication positive d'un groupe, on a envie de les croire et il s'agit malheureusement malheureusement c'est extrêmement compliqué de savoir ce qui se cache derrière les communications, il faut s'armer d'une loupe. Il faut aller regarder ce qui se cache dans les petites notes des documents et il faut avoir pratiqué longuement les acteurs financiers pour être en mesure de déceler les ficelles derrière l'usage de tel ou tel terme. Et donc nous, la pratique, hein, les personnes qui sont en charge de ces dossiers-là, ça fait notamment la première personne qui a rejoint Reclaim Finance, Yann Louvel, travaillait auparavant aux Amis de la Terre aussi et à Banktrack et a passé plus de 10 ans à analyser les politiques adoptées par les banques. Et ben, il est bien habitué à déceler le vrai du faux et voilà les pièges dans les politiques des acteurs financiers. Donc notre outil visait voilà à arrêter le greenwashing là-dessus, à révéler tout ce qu'il reste à faire parce que on juge extrêmement dangereux le fait de faire croire
aux gens que tout est sous contrôle et que les acteurs sont réellement en train d'adopter des mesures qui vont changer la donne et qu'on peut leur faire Et qu'on peut confiance. leur Donc faire notre confiance. but, c'était surtout d'aller au-delà de ça pour regarder réellement dans les faits ce qui se passe. Et puis après, bien entendu, de mettre en concurrence ces acteurs, Oui. puisque généralement, personne n'aime être moins bien noté que son premier concurrent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait et on en est fiers parce que c'est très utilisé par beaucoup d'acteurs et aussi par des institutions internationales. Oui. Est-ce que ça, c'est l'outil de C'est notation ça. porté avec 16 Alors, ONG et c'est ça? c'est le Coal Policy Tool et le Oil and Gas Policy Tracker qu'en effet on lance avec plusieurs ONG puisque nous notre activité, on a un nom anglais, hein, c'est pas pour être John School moderne, mais c'est bien parce qu'on travaille sur des centaines d'acteurs financiers et il s'agit aussi de mettre en concurrence les acteurs entre eux au-delà des frontières, parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on parle d'AXA, son premier concurrent ne se trouve pas en France, mais se trouve en Allemagne, avec Allianz. Et donc, il va être intéressant de travailler avec nos partenaires allemands sur des campagnes communes. Il faut bien comprendre aussi qu'un crédit agricole est très actif en Corée ou au Japon. Donc, il va falloir aller travailler avec nos partenaires là-bas et s'accorder sur des demandes communes à porter lorsqu'on rencontre l'intégralité des acteurs financiers. Donc ça, c'est quelque chose que Reclaim Finance fait et on continue de jouer ce rôle-là d'analyse pour des dizaines d'ONG au niveau international. D'autres choses qu'on a fait, notamment en France, c'est développer des outils pour permettre aux investisseurs de comprendre la réalité derrière les plans de communication des majors pétrolières et gazières que sont Total Energy, Shell, BP, Eni, etc. Puisque depuis quelques années se développe l'idée selon laquelle ces majors pétrolières et gazières sont engagés pour le climat et sont en train de devenir des géants des renouvelables, à même de répondre aux défis climatiques. Alors il est vrai que Total Energy développe du renouvelable. Malheureusement, cela ne suffit pas à qualifier l'entreprise de transition, comme beaucoup d'acteurs financiers aimeraient le faire croire, puisque Total Energy alloue toujours 70% de ses dépenses au secteur du pétrole et du gaz. Et donc là, de nouveau, notre rôle, c'est de regarder ce qui se passe concrètement dans les activités de Total Energy, d'aller creuser les rapports et également les chiffres de leur exposition à tel ou tel secteur énergétique et de mettre à disposition des investisseurs réellement désireux de poser les questions difficiles à Total et à prendre position en assemblée générale, les informations donc qui sont nécessaires pour faire cela correctement. Donc c'est voilà, quelque chose qu'on a aussi beaucoup porté ces dernières années et qui a permis d'accompagner des investisseurs dans leur démarche en direction de Total Énergie en France et puis envers en direction d'autres majors pétrolières et gazières à l'international. Donc, vous lancez le 12 septembre le site changedebanque.org. Alors là, on voit bien, je pense, la continuité avec tout ce qu'on a dit avant. Donc, de quoi s'agit-il? Ça s'adresse à qui? Et qu'est-ce qu'on peut Alors, en c'est un attendre? outil auquel on pensait depuis longtemps. C'est vrai que les Reclaim Finance s'adressent traditionnellement avant tout à des acteurs financiers, les acteurs institutionnels, les gouvernements, ou un public déjà très averti sur ces questions-là. Et puis là, on a voulu aller s'adresser à un autre public beaucoup plus large que l'on sent être en quête de réponses à leurs questions sur les pratiques des acteurs financiers. On a vu surtout après l'été qu'on vient d'avoir qu'il est plus possible aujourd'hui de faire l'autruche, faire face au dérèglement climatique et il y a une part grandissante de la population qui souhaite agir. Souhaite agir et il est clair que le levier de la consommation est un levier intéressant d'un point de vue individuel. Or, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose puisque il est extrêmement difficile de comprendre la réalité des pratiques des acteurs financiers au-delà de leur communication, pas seulement des grandes banques, mais aussi des plus petits acteurs
qui composent le secteur financier français, ou encore des néobanques ou des acteurs qui sont en train d'émerger. Et donc nous, la première ambition de ce site, c'est déjà de fournir les clés de compréhension à tout un chacun pour se faire son propre avis sur la réalité des pratiques des différents établissements financiers et bancaires français. Ça, c'est vraiment le premier objectif. Nous, notre parti prise, clairement, on n'est pas, nous d'emblée, on acte sur ce site qu'il n'y a pas de solution parfaite. Que clairement, il y a des grands établissements financiers, les grandes banques, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale ou Banque Populaire, Caisse d'Épargne, qui font clairement partie du problème aujourd'hui, puisque ces grands établissements continuent de figurer parmi les banques à financer le plus l'expansion des énergies fossiles au niveau international. Oui, j'ai d'ailleurs partagé sur la page Facebook de SoSuite Planet il y a quelques jours un post de la page Facebook de Reclaim Finance qui donnait le montant 350 sur milliards. 2-3 ans, je ne sais plus, des financements. Voilà. Oui, voilà, merci. Donc c'est là, assez clair. c'est très clair. Après, il y a d'autres établissements qui sont très loin d'avoir le même impact négatif sur le climat que les grandes banques françaises. Et il s'agit de comprendre exactement quelle est leur ambition, quelle est la réalité de leur business model et de leurs pratiques aujourd'hui. Et une fois qu'on a dit ça, on voit que s'il n'y a pas de banque parfaite, complètement verte, qui permet de répondre à tous les enjeux de durabilité auxquels on fait face aujourd'hui, clairement, il y a 2 poids 2 mesures, et que pour tout un chacun qui souhaite agir pour le climat, changer de banque peut être un levier, voilà, un outil important à actionner. Mais pourquoi changer de banque, ça sert à quelque chose en fait? Parce que finalement, moi je me rends compte, il y a beaucoup de gens, et même moi, ça a été, je me suis rendu compte assez tardivement du lien entre mes petites économies sur un compte bancaire et des banques qui financent des grands projets qui ne sont pas très bons pour le climat. Et je me disais, mais quel rapport entre mes petites économies et eux, cet argent qu'ils brassent? On ne voit Et même il pas faut en fait les comprendre que liens. si nos grandes banques françaises financent des industries polluantes ou le secteur des énergies fossiles, elles le font avec l'argent de leurs clients, et donc notamment l'argent qui leur est confié par les particuliers. Donc là, il y a Voilà. un lien direct. Et donc, quand bien même changer de banque au niveau individuel ne va pas changer le monde, clairement, surtout à moins que vous soyez un milliardaire et que là, vous fassiez vraiment peur à BNP Paribas si vous la quittiez. Je pense que Ou qu'on soit voilà, un mais milliard à nous, changer de banque. beaucoup. Nous, ce qu'on souhaite avec ce Oui. site internet, c'est aussi identifier les différents leviers d'action déjà disponibles. Parce que généralement, lorsqu'on dit change de banque ou lorsqu'on pense argent et finances, déjà, on va avoir tendance à limiter l'acte au point de vue individuel, alors qu'il faut comprendre que le but est que son acte individuel s'ancre dans une démarche collective de changer de banque. Et 2, il faut comprendre qu'il n'y a pas seulement les particuliers. Les particuliers ne sont pas les seuls à utiliser une banque, et que chacun d'entre nous, souvent, on va porter plusieurs casquettes. Nous sommes un particulier, mais on est aussi un étudiant. Donc on peut se mobiliser avec notre université pour refuser les partenariats toxiques, refuser que telle ou telle banque. Comme ça s'est Tout fait à ces fait. dernières années. Comme De ça se plus en plus, fait, ça se notamment fait avec pas d'ailleurs. mal de grandes écoles qui se mobilisent là-dessus. Vous êtes aussi potentiellement un salarié qui dispose d'un plan d'épargne salariale proposé par l'employeur. Et donc là, il s'agit aussi de se mobiliser avec nos collègues pour demander des produits d'épargne salariale qui soient à même de répondre à l'urgence écologique actuelle.
Donc là, on comprend bien sûr qu'on ne touche plus un seul, c'est plus le compte individuel, hein, mais c'est vraiment, une démarche collective, qui peut, entraîner plusieurs milliers, de personnes, hein, puisque, si vous êtes salarié, d'une multinationale et que vous, générez une dynamique collective pour faire changer les produits d'épargne salariale, ça va, voilà, là, on va commencer à parler, gros chiffres. Et puis aussi, peut-être, vous êtes un représentant de collectivité territoriale ou chef d'entreprise. Chef d'entreprise, vous avez également une banque avec laquelle vous travaillez. Peut-être que vous mettez vous-même à disposition des produits d'épargne salariale pour vos clients. Si vous êtes une collectivité territoriale, à chaque fois que vous faites un appel d'offres, vous mettez en concurrence des établissements bancaires. Maintenant, il s'agit de les mettre en concurrence pas seulement sur des critères économiques et financiers, mais également sur des critères de respect des droits humains ou de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui Reclaim Finance fait déjà, a déjà porté avec certaines collectivités territoriales un processus de réévaluation des règles de partenariat, j'abuse du terme partenariat, mais on comprend ce que je veux dire, avec les différentes banques. Maintenant, il s'agit de, faire changer d'échelle et de pousser, un nombre plus important de collectivités, à se saisir du dossier. Et donc voilà un peu le site Change de banque. C'est non seulement on fournit des clés de compréhension, de décryptage des différences qui séparent les différents établissements et ensuite on identifie les différents leviers d'action qui existent déjà, pour différents profils et on espère, bien entendu, notre site est une chose qui va évoluer, qui va vivre. Déjà, on va ajouter certains profils au fur et à mesure. Le profil salarié n'est pas aujourd'hui pleinement actif. Il va falloir le développer d'ici début 2023. Et puis, on accepte aussi les retours et propositions pour agir via d'autres leviers. On a déjà d'autres personnes qui nous ont contactés, des avocats ou autres, qui aussi ont un lien avec des acteurs financiers et ils peuvent se saisir de ce lien-là pour en faire un levier de changement. Et donc là, on espère bien entendu que mis bout à bout, Oui. ça peut quand même entraîner une dynamique collective à même d'envoyer un message extrêmement clair aux grands établissements français, à savoir: nous ne souhaitons pas que vous continuiez de polluer et de détruire notre avenir avec notre argent. Et bien entendu, cette dynamique-là va venir s'ajouter au travail qui est déjà mené sur le terrain par des organisations ou par Reclaim Finance. Donc là, si j'ai bien noté, dans un premier temps, le site invite, s'adresse, va donner des clés, des outils aux particuliers, aux salariés, même si ça va être complété, aux étudiants, aux C'est ça. collectivités et aux entreprises. Ça fait déjà du monde. Ça fait déjà du monde. Donc on invite vraiment, vraiment, dès que le site va être en ligne le 12 septembre, partagez un maximum sur vos réseaux sociaux. Faites connaître cette initiative, chères auditrices et auditeurs. Partagez-la par tous les réseaux possibles pour que ça prenne, pour que les personnes agissent collectivement et participent aujourd'hui. Alors, parce qu'à partir du moment où donc une personne va arriver sur le site, est-ce qu'elle va avoir des moyens d'action ou juste de Alors, elle va avoir l'information ? surtout de l'information. Après, les moyens d'action sont précisés pour tout le monde. Donc, par exemple, pour l'individu, en effet, on précise les différentes étapes pour clore un compte et faire migrer son argent. Après, bien entendu, on ne va pas décrire l'intégralité des mesures à mettre en place pour tous les profils, puisque ça va dépendre des universités, etc. En revanche, nous avons une adresse contact également affichée sur ce site, puisque nous serons ravis d'accompagner les différentes structures qui souhaitent également se mettre en ordre de marche. Et puis, il faut mentionner aussi qu'on est soutenu par tout un panel d'organisations. Et donc, il y a tout un travail aussi de mise en réseau qui va se faire à partir de ce site pour réellement peser dans la balance. Oui. Et alors, juste avant de terminer, parce que c'est vrai que sur ces sujets, on parle souvent de tout ce qui ne va pas, de tous les comportements qui ne sont pas très exemplaires, de tout ce qu'il y a à améliorer, à combattre. Depuis
2020 et même peut-être depuis un peu plus longtemps, mais enfin là, ces dernières années, au sein de Reclaim Finance et de toutes tes activités, est-ce qu'il y a des choses qui te donnent espoir, des initiatives, des entreprises ou des institutions qui sont particulières, qui seraient particulièrement, dont les actions seraient réjouissantes parce que vraiment de bonne foi et franchement très impactantes, ou alors elles peuvent fédérer plus largement quelque chose qui est vraiment de l'ampleur. Est-ce qu'il y a des initiatives, des personnes, des institutions, des choses qui nous redonnent un peu espoir, Alors, quoi. bon, pour les institutions financières et notamment les acteurs qu'on cite en alternative crédible, je laisserai tout un chacun aller regarder directement sur le site. En revanche, les choses qui sont clairement aujourd'hui source d'espoir, c'est déjà que des initiatives se multiplient avec des gens qui ont vraiment désireux de faire changer les choses. Et puis, on voit également des acteurs traditionnels se transformer. On est encore loin du compte, mais il y a quand même une dynamique qui est en train d'être suivie par certains établissements. Ils sont loin d'être la majorité, mais vraiment, ça, c'est quand même intéressant de le souligner. Et personnellement, moi, ce qui m'enthousiasme le plus, déjà, c'est le sentiment qu'il y a une prise de conscience qui s'affine, notamment au niveau de l'identification des responsables de la situation actuelle. Et ça, c'est quelque chose qui donne des forces à tout à chacun pour agir, puisque face aux dérèglements climatiques, on va avoir tendance à se sentir très démunis, très faible. Et pourtant, là aujourd'hui, on a clairement une prise de conscience des leviers où agir, dès lors qu'on sait qui sont les responsables et qui sont les plus grandes causes du dérèglement climatique. Donc ça, c'est clairement quelque chose d'intéressant. Et puis le deuxième point qui, moi, personnellement, m'excite beaucoup, c'est la dynamique qui est en train de se créer quand même dans beaucoup d'entreprises, avec des salariés qui sont en train de s'organiser aussi pour mettre le climat à la table des discussions au sein de leur entreprise. Et donc aujourd'hui, on est vraiment à ça balbutie encore et ce sont encore des discussions très axées tasse en papier ou en carton ou en plastique. Voilà, c'est un peu le niveau des discussions. Mais on ose espérer que les gens, à travers ces questions plus faciles d'accès, affinent leur réflexion, leurs connaissances et demain soient les porteurs de solutions, de vrais changements pour mettre leur entreprise au service du climat, quitte à revoir profondément la manière d'opérer. Et donc ça, vraiment, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, puisque bien entendu, on a besoin de transformer les grandes entreprises. Très bien. Lucie, un grand merci. Merci à toi. J'étais vraiment ravie de pouvoir discuter avec toi de tous ces sujets qui ne semblent pas toujours passionnants, mais qui, au travers de personnes passionnées, peuvent le devenir. Et tu fais partie, je trouve, de ces personnes passionnées qui se battent vraiment pour notre bien à tous, hein, de notre génération, de la mienne et des générations qui vont suivre. Donc, je vais noter dans le descriptif du podcast le lien pour aller directement sur le site dont nous venons de parler, le site change-de-banque.org. changedebanque.org, donc vous trouverez le lien. Je vais aussi mettre le lien vers le site évidemment de Reclaim Finance et les pages de réseaux sociaux pour vous suivre, pour celles et ceux qui veulent vous suivre. Est-ce qu'il y a autre chose à rappeler ? Je pense que c'est tout bon. C'est tout bon ? Ouais. Ok, un grand merci. Donc je croise les doigts, très bonne chance. Moi je vais mettre le podcast en ligne, j'espère le 12, Super. si tout est bon. Hein. Si c'est en ligne le 12, on va le mettre le 12 pour que les gens puissent aller cliquer, sinon c'est trop frustrant si on le met avant et que le site n'est pas encore en ligne. Et puis après, j'espère vraiment, je croise les doigts que beaucoup de gens vont vous suivre. Moi je vais continuer à relayer aussi, comme je fais d'habitude, sur les réseaux sociaux dans les mois qui suivent. Et puis j'espère que l'on aura
aura l'occasion ultérieurement de se recroiser, comme avec pas mal des invités de SoSuite Planète qui deviennent des habitués en fonction de leur actualité ensuite. Donc ce sera un grand plaisir de te recevoir à nouveau et j'espère avec plein de belles choses qui se seront passées d'ici là. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de SoSuite Planète, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sosuiteplanète.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 € par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de SoSuite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.